Hello Jean-Pascal, Salut Julien. comment ça va? Bon écoute, super, c'est la rentrée, mais tout va bien, ouais, ouais, super. Bon, je suis très content de te recevoir sur le podcast Bête de Sales. Ravi que tu aies pu accepter cette invitation. Jean-Pascal, est-ce que je peux te laisser te présenter le coach de vente le plus connu de LinkedIn? Je sais pas si j'ai le plus connu, hein, peut-être le plus actif, mais le plus connu, je sais pas. Oui, alors c'est vrai qu'un jour, un client m'a dit que j'étais un magicien, parce que je faisais apparaître les clients et disparaître les objections, et j'aime bien utiliser des analogies, donc j'utilise celle-là pour expliquer quel est mon métier. Ça fait 17 ans que je fais ça, donc j'interviens dans les entreprises pour faire gagner en confort, en efficacité les commerciaux et les managers commerciaux. Donc vraiment, je suis centré sur cette population-là. Donc ça fait 17 ans, j'ai créé en 2005, presque 18 ans, même, ouais, 18 ans. Et puis, avant de faire ce métier-là, moi j'ai démarré chez Darty, où j'étais vendeur et chef des ventes dans le nord de la France. Ensuite, j'ai travaillé chez L'Oréal, hein, voilà, et j'ai été cobaye, hein. Ça n'a pas très bien marché apparemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, tu jaloux de tes cheveux, donc. Mais non, non, tout va bien. Ça y est, j'ai fait le deuil. Non, j'ai eu un secteur, et puis après, je me suis occupé de deux enseignes Corée et Auchan. J'étais compte clé. Après, j'ai fait un peu la même chose chez Kenwood, hein, vieille marque d'IFI d'autoradio, où j'encadrais aussi 6 commerciaux. Et j'ai terminé dans le groupe Vivarté. Donc Vivarté, c'était anciennement le groupe André, sur la marque Liberto, donc sur les grands comptes, et puis sur la création et la gestion d'un réseau de boutiques, jusqu'à une vingtaine de boutiques. Voilà, donc toujours, ça fait maintenant, j'ai 55 ans, donc ça fait un peu plus de 30 ans que je fais de la vente, même 35 ans. Donc ça fait partie intégralement de toi maintenant, on pourrait dire ça comme ça. C'est ça, c'est ça. Je pense vendre 24/24. J'étais en vacances, j'ai lu des bouquins sur la vente. Quand je lis des bouquins, c'est que la vente. Enfin voilà, c'est un sujet qui me passionne. Alors c'est ce que je dis souvent, hein. Je suis peut-être pas le meilleur vendeur, mais en tous les cas, je suis sûrement un des plus passionnés. Je vais mettre quelques temps de latence JP juste au cas où, tu vois, pour pas que ça bug, parce que je vois juste l'upload. Et ok. Jean-Pascal, à quel moment tu t'es dit il faut que j'aille dans la vente? Est-ce que tu es né là-dedans ou pas forcément et c'est venu un peu par hasard? Alors né là-dedans, non, parce qu'en fait, mon père était médecin et ma mère infirmière. Donc mon frère a fait des études d'ingénieur et ma sœur médecin aussi. Donc tu vois, j'étais vraiment pas baigné là-dedans. Mais c'est vrai que dès l'âge de 8 ans, je commençais à vendre des trucs, hein. Je revendais les objets de mes parents à mes parents. En fait, je faisais une boutique dans ma salle de jeu. Je prenais des objets qui étaient dans la maison, qui venaient de voyage. Et puis voilà, j'ouvrais ma boutique et ils venaient m'acheter. Et c'était des clients sympas, hein. Ils m'achetaient, hein, donc ils me donnaient une petite pièce pour récupérer leurs objets. Donc j'ai commencé comme ça. Après, vers 12 ans, je commençais à faire la braderie de Lille. La braderie, c'est un gros événement, et étant lillois d'origine, ben, c'était un grand moment pour moi. Je prenais tous les trucs, tous les jouets que j'utilisais plus, je récupérais des choses dans la maison pour aller vendre dans la rue. Et puis, mes premiers jobs étudiants, j'ai commencé à 18 ans, où j'ai vendu des cuirs, à un magasin de cuir qui était rue de Béthune à Lille. J'ai commencé comme extra chez Darty le week-end, et c'est ce qui m'a amené après à rester chez eux. Mais voilà, donc j'ai toujours été dans la vente. Je travaillais pour l'OFUP, on vendait des abonnements étudiants dans les écoles, dans les lycées, les universités. Voilà, donc moi la vente, j'adore ça. C'est vrai que je suis pas né vendeur, mais j'ai eu envie de faire ce métier assez rapidement. Avec toutes ces... c'est avec bienveillance que je le dis, mais avec toutes ces années de vente, tu as dû voir à la fois, je pense, les mêmes bonnes pratiques et mauvaises pratiques qui revenaient. Mais là, juste avant d'aller là-dessus, quels sont les éléments qui, depuis toutes ces années, par contre, sont intangibles, ne changent pas, sont toujours là dans ce qu'on peut appeler une bonne vente? Bah, le constat, moi, que je fais depuis 35 ans, hein, c'est que la grosse difficulté, c'est de se centrer sur l'autre, c'est de s'intéresser à l'autre, parce que c'est un peu l'inverse de notre nature. Notre nature, on est plutôt centré sur nous, hein. L'être humain est égocentré, hein. On prend une photo de mariage où il y avait 300 personnes, la première personne qu'on va chercher sur la photo, ce sera nous. Donc, quand on pose des questions à l'autre, c'est souvent pour parler de nous après. D'ailleurs, tu constateras que les gens qui n'ont pas d'enfants ne te posent jamais la question de savoir si tu en as. Parce que quand tu poses la question, c'est pour parler des tiens après. Donc je crois que la plus grosse difficulté de la vente, c'est ça. C'est de s'intéresser à l'autre et de se centrer sur l'autre. Comment on fait pour justement ne pas tomber dans le j'écoute pour répondre, mais j'écoute pour comprendre? Quelles sont les meilleures pratiques ou les bonnes pratiques justement pour essayer de se décentrer de tout ça?
Bah, il faut s'enlever de la tête que, on est là pour vendre quelque chose et faut s'enlever de la tête de ce qu'on a peut-être envie de vendre ou de voilà des services ou des produits qu'on a à vendre. C'est d'abord, voilà, je mets de côté mes produits, je mets de côté mes services et je prépare une liste de questions pour bien te connaître, pour connaître ton environnement, pour connaître tes besoins, tes motivations, de quoi tu as besoin. Et puis, bah, après, voilà, une fois que j'ai fait ça, je reformule, je fais le point, puis je me dis: «Ah bah tiens, quand je me dis ça, je pense à ça chez moi». Mais pas me dire: «Tiens, je pense à ça, donc je vais te poser des questions en fonction de ce que j'ai envie de te vendre». Et c'est en tous les cas une des clés. Ok. Il y a plusieurs méthodologies pour justement construire son entretien de découverte. Alors on peut parler du BEBEDC, du SPIN, du BANT, etc. Est-ce qu'il y en a en particulier que tu privilégies ou que tu recommandes pour les vendeurs? Ouais, alors le spin selling, c'est une bonne chronologie de questions. Alors, moi, je l'ai transformé en 6 cas, hein. C'est situation, c'est quoi la situation? Insatisfaction et satisfaction, en commençant par les satisfactions. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Après, c'est cause et conséquences, hein. Donc, d'après toi, de quoi ça vient? Et du coup, ça va être quoi les conséquences? Puis après, action et avantage. Bah, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ce que tu vas mettre en place? Et c'est vrai que ça permet quand même de structurer et de rendre intelligent son questionnement parce que moi, je dis souvent aux commerciaux, ce qui va vous démontrer votre expertise et ce qui va mettre en confiance votre client, c'est pas votre connaissance technique, c'est votre capacité à poser les bonnes questions. Bah, comme quand on va chez le médecin, il commence pas à nous balancer tout son CV, il nous dit pas, tiens, bah, cette semaine, j'ai guéri 3 gastro et puis 3 grippes. Il te pose des questions en fonction des questions et du temps qu'il prend avec toi. C'est là où tu as confiance ou pas confiance et c'est là où tu prendras ces médicaments ou pas. Justement, est-ce que pour poser les bonnes questions, il faut pas être un bon technicien, justement? Alors évidemment, hein, c'est que le médecin, il a quand même fait 10 ans d'études pour être capable de faire un diagnostic. S'il n'avait pas fait ces 10 ans d'études, bah, il ne pourrait pas poser les bonnes questions. Mais il fait que de poser des questions, d'ailleurs que des questions ouvertes. C'est qu'est-ce qui vous amène, vous avez mal où, c'est depuis quand, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mangé, pour essayer de comprendre. Mais effectivement, il faut cette base de connaissance de son secteur d'activité et de son produit pour pouvoir poser les questions qui sont adéquates. Ouais, d'ailleurs, je trouve, un espèce de d'ego trip autour de l'art de poser la bonne question. Et, euh, et comme si, tu vois, il y avait ce truc où la recherche de la performance dans le questionnement. Et je trouve que ça fait sortir déjà les commerciaux du naturel, parce qu'en fait, ils sont plus centrés sur quelle bonne question je peux poser, plutôt que, ok, j'ai entendu et maintenant compris surtout, et comment je peux dérouler là-dessus. Est-ce que tu retrouves ce genre un peu d'ego trip sur la performance de ma vente avant la connexion avec le prospect? Oui, alors, mais ça vient souvent du manager, en fait, du manager ou du coach. C'est-à-dire que en sortant de rendez-vous, tu as ton manager qui va dire: «Ah, mais t'as pas posé cette question-là. Ah, mais t'as pas dit ça. Ah, mais t'as pas fait ça». Alors que les meilleures questions, c'est ce qu'on appelle les questions rebond. C'est être capable de rebondir sur ce que mon interlocuteur me dit. S'il me dit: «Ah ouais, moi je veux chercher quelque chose de pratique». «Ah OK, vous cherchez quelque chose de pratique. Mais alors, aujourd'hui, comment vous fonctionnez?» «Bah non, quand vous me dites pratique, qu'est-ce que vous entendez par là?» Et c'est ça qui permet de renforcer cette relation et de pas être dans, voilà, j'ai ma liste de questions. Alors oui, j'ai une trame dans ma tête. Maintenant, le plus important, bah, c'est de montrer à mon client que je l'écoute et le meilleur moyen de lui montrer, et c'est d'essayer de comprendre, et c'est à chaque fois d'aller creuser. Ah, bah, quand vous me dites ça, qu'est-ce que vous entendez par là? De quoi vous avez besoin? Et ça permet de sortir justement de entre guillemets, la question magique. Ouais, ok, parfait. Je reprends le depuis toutes ces années, je vais Oui, réutiliser. c'est pas, Quelles sont les pires mauvaises pratiques que tu peux rencontrer, que tu as pu rencontrer, qui sont toujours là, bien ancrées et qui plombent des ventes? bah, la pire mauvaise pratique, c'est d'arriver et puis de faire ça des balles, hein. C'est le truc le Qu'on adore. plus, non, mais c'est le truc le plus classique. Mais parce que c'est une zone de confort et l'être humain préfère être en zone de confort. S'intéresser à l'autre, c'est une zone d'effort. Donc, bah, on préfère la zone de confort. Et puis, bah, t'en as encore plein. Et dans les jeunes commerciaux, j'en vois qui essaient de me vendre des produits, des solutions ou à distance ou en physique. Et puis, bah, ils commencent par une presse de 20 minutes. Donc, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si, voilà, encore une fois, le médecin, il te faisait sa déballe de, tiens, j'ai fait mes 10 ans d'études à Lille, j'ai fait une thèse sur le diverticule de Meckel, etc. Enfin bon, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous. Donc, ouais, le gros piège, c'est ça. Et c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Et puis, c'est le fait aussi, moi, ce que je vois souvent, c'est, OK, j'ai posé les questions.
Et puis une fois que j'ai posé les questions, alors, monsieur Poinçon, donc aujourd'hui, je voulais vous présenter coach de vente conseil. Coach de vente conseil, on fait ça, 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 ça. Et en fait, je n'utilise pas du tout ce que j'ai entendu avant. Et ça aussi, c'est très, très classique pour ceux qui ont travaillé sur la phase de découverte. Ils disent, ça y est, j'ai posé mes questions, mon manager il est content, mon client il est content. Alors aujourd'hui, et en fait, je fais la même presse à tout le monde. Et ça, je le vois aussi très, 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 très souvent. Ça, c'est horrible. T'as l'impression qu'en fait, le mec, il t'a posé des questions juste pour respecter un truc et qu'après, derrière, il retourne à l'égoïsme, tu vois. Et bon, allez, c'est bon, maintenant, on peut parler de moi. Ouais, c'est ça, Qu'est-ce que mais tu veux? tu dois le voir aussi, toi, tu dois le voir tous les jours, ce truc-là. Hein. Ouais, c'est vraiment je fais une bonne découverte, allez, peut-être 20 minutes, 20 ou 30 minutes pour ceux qui font une très belle découverte. Et après, il y a la transition sur le pitch qui déjà vient un peu de but en blanc. Et comme tu l'as dit, toute la partie découverte que tu as fait juste avant, qui est complètement oubliée. Et le prospect, il doit, enfin, juste dans la tête du prospect, c'est mais le mec, en fait, il m'a posé des questions pourquoi et quoi ça a servi, tu vois. Donc il y a rien de pire pour casser encore la confiance vis-à-vis du prospect, quoi. Moi, je dis la vente, c'est un travail de perroquet intelligent. C'est, je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant, OK, si j'ai bien compris ce que tu cherches et ce que tu attends, bah, normalement, on va travailler ensemble. Là, il va doit me dire oui. Et puis, bah, je te montre en quoi ma solution répond à ce que tu cherches et ce que tu attends. Voilà. Et c'est déjà pas mal quand on réussit à faire ça. Je suis d'accord. Il y a quelque chose qui t'est propre et qui t'est cher, c'est le disque, la méthode disque. Est-ce que tu peux présenter ce que c'est et puis comment ça fonctionne? Oui, alors j'ai découvert ça quand j'ai monté mon cabinet, donc j'avais 37 ans. Je me suis intéressé à plein d'outils comportementaux. J'ai fait une formation en PNL, un technicien PNL, j'ai passé 11 jours. Je me suis intéressé à Processcom, au MBTI, et puis je me suis intéressé au disque. Et j'ai gardé cet outil-là parce que pour moi, c'est le plus facile à mettre en place et c'est le plus pragmatique. Euh, En fait, l'idée, c'est de se dire que de toute façon, nos clients, ils nous achètent nous avant d'acheter quoi que ce soit. Et que s'ils nous achètent pas nous, ils achèteront rien. J'ai beau être bon en méthode de vente, si je crée pas la relation, ça marche pas. Et l'intérêt de la méthode DISC, c'est d'assimiler des comportements à des couleurs. Quatre, comme ça, c'est assez simple. Le rouge qui est le dominant, qui va à l'essentiel. Le jaune qui est plutôt dans l'influence, qui aime bien discuter, échanger avec les autres et puis qu'on sorte un peu du sujet. Le vert qui est plutôt assez posé, assez calme, dans l'empathie, dans l'écoute des autres, qui n'aime pas trop le changement. Et puis le bleu qui, lui, est voilà, plutôt assez structuré, assez organisé. Et que, bah, une fois que j'ai compris comment je fonctionnais, bah, c'est important de comprendre qui j'ai en face de moi. Moi qui suis plutôt jaune-rouge, si je suis en face d'un bleu, par exemple, et que je suis en mode jaune à dire alors vos vacances, comment ça s'est passé? Ah bah moi je suis allé à tel endroit, etc. J'ai beau être un bon professionnel et poser les bonnes questions, bah, je vais avoir tout faux derrière. Donc, et c'est pour ça que cette méthode, elle est déterminante. Et pour moi, le savoir-être est plus important que le savoir-faire. C'est-à-dire que il vaut mieux être capable de créer cette bonne connexion et de se faire matcher l'un l'autre plutôt que de dérouler une méthode de vente, même si les deux sont importants. Mais si je dois privilégier quelque chose, je préfère privilégier le savoir-être. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu privilégierais la forme plutôt que le fond? Ouais. Oui, enfin, alors, oui et non, parce qu'en fait, dans la méthode DISC, il y a aussi le fond, c'est-à-dire qu'il y a comment je dis les choses. Avec un bleu, je vais être très précis, très factuel, avec des chiffres, des tableaux, je vais rentrer dans le détail. Alors qu'avec un jaune, je vais être un petit peu plus peut-être évasif, je vais lui montrer des vidéos, je vais lui montrer des dessins, des schémas, quelque chose qui fait marcher sa créativité. Donc, dans la forme aussi, je vais m'adresser différemment. Mais c'est en tous les cas dans la communication que je mets des points en fait. Ok. D'où ça vient cette méthode? Alors, J'adore quand tu racontes cette histoire. ouais, alors oui, alors la méthode, elle date de très très longtemps, puisque les premières études sur les comportements, elles remontent à moins 400 avant Jésus-Christ. Un monsieur qui s'appelait Empédoclès, hein, qui lui avait comparé les comportements aux quatre grands éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et puis, à la même période, on a un médecin que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle Hippocrate, le fameux serment d'Hippocrate, qui lui a ajouté à cette théorie des éléments la théorie des humeurs. Les humeurs sont des fluides qu'on a dans le corps, nombre de quatre selon Hippocrate: le sang, la bile, la lymphe et la bile noire. Alors, la bile noire n'existe pas, mais il pensait que ça existait. Et bah, il disait, en fonction du bon ou du mauvais fonctionnement de telle ou telle humeur dans ton corps, ça va générer tel ou tel comportement. Donc ça fait quand même depuis moins 400 avant Jésus-Christ qu'on essaie de comprendre. Et puis au XXe siècle, on a deux personnes qui sont déterminantes dans cette méthode. Il y a Jung, qui était un élève de Freud, et puis Marston, qui était un psychologue américain, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges. Et puis, ben, voilà, ça a donné cette méthode, hein, donc, qui date des années 50, tout compte fait, où ben, ils ont mis chacun leur petite main à la pâte, on va dire,
Le Jung qui nous dit, bah voilà, on a des gens qui sont plutôt extravertis, d'autres qui sont plutôt introvertis, hein, donc des gens qui montrent leurs émotions, des gens qui les gardent plutôt, et puis des gens qui sont plutôt centrés sur le rationnel, les éléments factuels, et puis d'autres qui sont plutôt centrés sur le relationnel. Et donc le rouge, bah, c'est l'extraverti rationnel, le jaune c'est le relationnel extraverti, le vert c'est le relationnel introverti, et le bleu c'est l'introverti rationnel. Donc déjà ça donne des clés, et puis Marston a rajouté ses couleurs et l'acronyme DISC. Moi, Voilà. j'adore cette méthode de profilage parce que je la trouve simple, rapide et que mine de rien, elle s'applique quand même dans énormément de situations et je trouve qu'on peut aussi l'appliquer dans la vie de tous les jours. Donc je l'aime beaucoup parce que, un, par sa simplicité, et deux, par justement le fait qu'on puisse aussi un peu mieux se connaître soi et donc forcément mieux connaître les prospects. Il y a deux types de profils d'ailleurs, parce que les personnes vont dire bah moi je suis choix rouge, etc. Est-ce que tu peux parler des profils naturels et profils adaptés? Oui, alors c'est vrai, effectivement, hein, on a deux types de profils. Le naturel, c'est ce qu'on est chez nous, voilà, ce qu'on est de manière assez naturelle, qui varie assez peu tout au long de la vie, qui peut varier en fonction d'événements familiaux importants, type mariage ou naissance. Bah, si je suis jaune et puis que j'ai des jumeaux qui arrivent dans la famille, je deviens un petit peu bleu, parce que sinon, tiens, il est 18 h, je devais récupérer deux trucs, là, c'était quoi là? Ah, c'était mes enfants. Bon, non, je deviens un peu plus bleu, sinon c'est la catastrophe. Donc ça, c'est le naturel, mais qui varie assez peu. Et puis l'adapté, qu'on appelle aussi le masque en psychologie, c'est voilà, c'est quoi mes couleurs au travail? On appelle ça aussi sous stress. Et ça varie assez facilement. Ça varie en fonction de avec qui je travaille, qui sont mes clients, quel est mon manager, quelle est mon entreprise. Donc ça, on peut jouer un peu plus facilement dessus. Donc effectivement, quand on fait faire son profil, on a les deux, le naturel et l'adapté. Ok, quand tu dis quand on fait faire son profil, justement, comment on fait pour savoir quel est notre profil à nous et si on veut se renseigner un peu plus sur ça, justement, c'est quoi les bonnes pratiques? Alors quand on se forme, normalement, on est capable de se dire, tiens, moi, je suis quand même plutôt là et là. Sinon, après, moi, les gens peuvent me contacter, hein, ils ont un questionnaire à remplir, hein, il y a 24 questions. Et puis, bah, une fois qu'ils ont rempli ce questionnaire, ils ont un rapport qui fait une soixantaine de pages et qui leur permet quand même d'aller très loin sur qui je suis et qu'est-ce que je dois faire avec les autres. Ok. Les profils tu m'arrêtes si je me trompe, mais selon moi posent le plus problème aux commerciaux aujourd'hui, c'est les rouges et les bleus. Pourquoi? Parce que bah, un rouge va faire preuve d'une forte assertivité avec un leadership qui est assez offensif. Et donc pour des commerciaux qui seraient soit juniors ou peut-être pas encore assez confiants sur ce qu'ils sont en train de proposer et qui n'auront peut-être pas d'ailleurs non plus cette même affirmation de soi. Et les bleus qui sont en règle générale les profils avec lesquels soit on va raccrocher ou on va arrêter et on termine et on va dans le back office et on se dit putain mais qu'est-ce qui m'a saoulé celui-là, parce que bah, c'est celui qui va poser des questions très pointilleuses et qui va vraiment être comment dire, Tatillon, un peu tatillon, quoi, un peu, voilà, tatillon les détails, quoi. et il va vraiment être il va pas laisser de chance au commercial qui hésiterait, etc. Ouais. Donc je pense que c'est ces deux profils-là. C'est quoi les meilleures pratiques à utiliser justement face à un rouge et face à un bleu? Mais tu vois, ça, c'est une perception que tu as, parce que c'est pas vrai ce que tu dis. Merci. Non, mais quand je dis c'est pas vrai, en fait, là où on a le plus de difficultés, c'est dans nos opposés. Tu vois? Donc, est-ce que tu serais pas jaune-vert, par exemple? Moi les rouges ça va, c'est les bleus ou les Ouais, mais bleus tu vois, voilà, je mais sais pas. est-ce que le jaune n'est pas ta couleur dominante? Quelqu'un qui serait bleu-rouge va te dire, moi, les gens avec qui j'ai du mal, c'est les jaunes et les verts. Tu vois, c'est ton naturel qui parle. Mais il n'y a pas de client plus difficile que d'autres. Le commercial qui est bleu, il adore avoir des clients bleus et il va pas savoir faire avec des jaunes. C'est-à-dire qu'il va être très sérieux, il va rester sur son truc, etc. Et le jaune va dire, le client jaune va dire, voilà, bah lui, il est pas rigolo, quoi. J'ai pas envie de travailler avec lui. Donc, en fait, nos difficultés, c'est le jaune avec le bleu et c'est le vert avec le rouge. Enfin, là, on a le plus de difficultés. Donc, et pareil, si je suis commercial rouge et que j'ai un client vert en face de moi, bah, j'ai envie de le secouer, je vais dire, allez, on avance. Maintenant, il faut pas le bousculer. Lui, il faudra peut-être un rendez-vous de plus, parce qu'il a besoin de temps pour être en confiance. Donc voilà, nos grosses difficultés, c'est nos opposés. Et c'est vrai que dans la vente, bah, en fait, on va trouver des rouges-jaunes, des commerciaux rouges-jaunes, peut-être plus dans une vente de chasse, et puis des verts et des bleus plus dans une vente un peu mode élevage, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut se dire aussi, quel est le profil de commercial que je dois recruter
en fonction de mon style de vente et de mon tunnel de vente, quoi. Est-ce que c'est cycle court ou pas, quoi. Intéressant. Tu peux détailler justement cette notion de quel type de commercial, en tout cas, je dois recruter par rapport à mon tunnel de vente? Ouais, alors, faut déjà se dire que dans la vente, il y a 4 grandes phases. Il y a la prise de contact, il y a la découverte, il y a l'argumentation, et puis il y a la conclusion. Moi, j'appelle ça les 4 C, hein. Contact, connaître, convaincre, conclure. On peut aller jusqu'à 7, mais les 4 principales, c'est ça. Et c'est vrai que sur la phase de contact, il faut plutôt être jaune, faire le contact assez facile. Pour la phase de découverte, il faut plutôt être vert, il faut être centré sur l'autre. Pour la phase de convaincre, d'argumentation, il faut bien connaître son job et il faut être assez précis, donc il faut plutôt être bleu. Et puis à un moment donné, pour faire signer, il faut plutôt être rouge. Donc ça, c'est les 4 grandes phases. Et c'est pour ça que se dire dans le stéréotype des commerciaux qu'on peut avoir, hein, le meilleur commercial, c'est le jaune qui est tchatcheur. Bah non, c'est pas vrai. C'est l'image qu'on peut en avoir, mais non, c'est pas les meilleurs. Et donc par rapport à son cycle de vente, le jaune et le rouge, comme on est sur le contact et sur la conclusion, qui sont les 2 phases sur lesquelles ils sont les plus forts, plutôt sur des ventes courtes, sur des ventes one shot, parce que là il faut des gars qui chassent, donc ils vont être en contact facilement et puis qui vont emmener le client jusqu'à la conclusion. Voilà. On va être sur des ventes plutôt assez simples. Alors que si on veut vendre des solutions peut-être un petit peu plus complètes, si on veut faire des paniers moyens plus importants, si on a des options à vendre, des services à vendre, les verts et les bleus, le vert va aller plus loin, il va poser plus de questions, le bleu va analyser beaucoup plus, donc peut-être que son panier moyen d'ailleurs sera plus important, peut-être aussi qu'il aura moins de casse. En général, les verts et les bleus ont moins de casse, hein, c'est-à-dire qu'il y a moins d'annulations d'ailleurs en fonction des ventes. Donc voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions quand on fait du recrutement et puis se dire, tiens, avoir ce disque en tête. Après, que ça soit sur du recrutement ou également sur l'analyse de ses performances, parce que tu disais, il y a moins de casse. Donc, on pourrait très bien se dire, OK, là, je suis en train de regarder mes ventes. J'ai un churn ou un taux de perte de mes ventes qui est juste pas possible. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est pas mon commercial qui est en train d'être un peu plus offensif, etc. Ça, du coup, ça se retrouve souvent. Oui, c'est souvent lié à la personnalité et au comportement du commercial, hein. Donc déjà en analysant ça, après évidemment il peut être coaché et puis accompagné par son manager pour travailler là-dessus, évidemment. Ouais. Je laisse un peu passer JP. Je sais pas si tu m'entends toujours correctement. Écoute, je pense qu'il y a moins de problèmes que la fois dernière, effectivement. Je pense aussi, ouais. Euh, ok. Merci pour ces partages, Jean-Pascal. Il y a aussi un autre point sur lequel on est plutôt aligné, c'est toute la partie questionnologie, questionnement. Donc l'art du questionnement, c'est quelque chose qui est qui est en train de devenir une légende et un côté performance, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cet art de la questionnologie? On se rend compte que les commerciaux ont tendance à poser alors, plus ou moins de questions, mais qu'en tous les cas la qualité des questions n'est pas terrible et que souvent en phase de découverte, ils posent des questions ou plutôt fermées ou alternatives. Est-ce que vous avez ça dans votre entreprise? Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Est-ce que vous avez ça ou ça? Et ça fait un peu questionnaire de gendarmerie, hein. En tous les cas, j'ai peu d'informations. Le gros travail, c'est de travailler sur les questions ouvertes. Et c'est vrai que l'être humain est pas très fort en questions ouvertes. Sauf une catégorie de personnes que sont les Les enfants. verts. Les Les enfants, enfants. pardon. Ah ouais. Mais les verts, t'as raison, c'est en tous les cas ceux qui sont les meilleurs sur cette phase-là. Mais c'est les enfants. Et en fait, les enfants, ils posent plein de questions ouvertes. Pourquoi ci, pourquoi ça, c'est quoi ci, c'est quoi ça? Et en fait, la différence entre un commercial et un enfant, c'est que l'enfant cherche à savoir alors que le commercial pense tout savoir. Mais au-delà du mot d'esprit, c'est que l'enfant, quand il te dit tiens, c'est quoi ça? Son inconscient a envie de savoir. Toi, quand tu es en position de vente face à un prospect ou un client, en fait, ton inconscient s'en fout du client. Faut se l'avouer, c'est-à-dire que c'est pas un ami, c'est pas voilà. Donc, les enfants ont cette capacité-là, mais parce qu'ils s'intéressent vraiment. Deuxième catégorie de personnes, les parents avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pris à l'école? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Parce que nos enfants, c'est une part de nous-mêmes. Et troisième catégorie de personnes, nos conjoints nous posent des questions ouvertes. Au début. Hein, au début, c'est voilà, dis-moi, Au début. comment s'est passée ta journée, chérie? Et puis à bout d'un certain temps, c'est ça va, t'as passé une bonne journée? Hein, donc pour ceux qui nous écoutent, hein, si ce soir vos conjoints vous posent une question fermée, posez-vous les bonnes questions et peut-être que voilà, on va créer plein de divorces avec ce podcast. Exactement. Ça va être ça va. Donc voilà, les questions ouvertes et le fameux truc pour les retenir. Moi, j'adore les acronymes, hein, c'est le CQQ, c'est occupé. Hein, vous allez aux toilettes, il y a déjà quelqu'un, vous dites ah CQQ, c'est occupé. Bon, c'est tous les W en anglais, hein, sauf le AO avec le W qui finit à la fin, mais voilà, c'est comment, qui, que, combien, où, quand, pourquoi. Si ma question déjà elle commence par là,
on est pas mal. En utilisant avec parcimonie le pourquoi qui est inquisiteur, je préfère toujours utiliser le en quoi ou qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à mettre ça en place, plutôt que pourquoi vous avez mis ça en place. On sent que c'est un peu plus, voilà, je dois me justifier. Ouais, complètement d'accord avec le pourquoi, qui en plus est souvent mal posé. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, il faut retrouver notre âme d'enfant pour être un bon commercial alors. Oui, parce que bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début du podcast, hein, c'est se dire, il faut que j'oublie mon produit, c'est-à-dire qu'il faut que je sois centré sur mon client et que je lui pose des questions pour m'intéresser à lui, à son contexte, aux usages qu'il va avoir. Donc, il faut faire comme un enfant qui essaie de comprendre à quoi sert un produit. Pareil. Donc, oui. Sur la théorie, c'est OK et c'est simple. Dans la pratique, quand tu vas être à la bourre sur tes chiffres, que tu vas avoir ton manager qui te tape dessus et que ça fait peut-être plusieurs, c'est pas le premier mois que tu performes pas. Le fait d'être dans l'enjeu pardon de la vente va être beaucoup plus présent. Comment on fait justement pour, c'est quoi tes clés peut-être mentales ou tes modèles mentaux pour se sortir de l'enjeu de la vente, mettre de côté en fait ce qui est en train de se passer et même d'ailleurs peut-être même de mettre de côté aussi ce qui se passe dans notre vie privée. Quand on arrive en entretien, on doit être capable de mettre ça de côté. Comment on fait pour justement un peu débrancher, déconnecter pour être 100% focus et ne pas être dans l'enjeu, mais plutôt dans le jeu? Alors déjà, c'est toujours plus facile de faire du business quand tu as plein de business. C'est pour ça que je dis Forcément. toujours, non mais, parce que forcément, il y a moins de stress. C'est-à-dire que les gens se disent, ah bah tiens, j'ai fait un bon mois, allez, je me mets un peu plus cool. Puis le mois d'après, oh putain, merde, je suis à la bourre. Bah non, c'est à ce moment-là où il faut y aller. Parce que c'est là où tu négocies moins, c'est là où. C'est comme quand tu cherches du boulot. Quand tu cherches du boulot, bah, c'est plus facile de chercher un boulot quand tu as un boulot que quand tu es au chômage. Donc c'est pareil. Donc voilà, dites-vous si vous êtes commerciaux et que ça va bien, profitez pour prospecter, pour continuer et ne jamais vous arrêter et pas se dire, tiens, ça y est, voilà, mon trimestre est fait, on verra le trimestre prochain. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ben, le meilleur moyen de sortir, entre guillemets, de tout ce qui peut se passer à côté, c'est dans la préparation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me focus sur ce que je vais faire, comment je vais le faire, qui est mon client, je vais faire des recherches sur Internet, etc., bah, je suis centré que sur lui. Donc déjà, ça me permet de sortir de tous les éléments externes. Et puis, bah, se dire aussi que on est là pour faire gagner quelque chose à quelqu'un. Et moi, je dis souvent, notamment sur des formations en prospection téléphonique, c'est, voilà, imagine que tu appelles pour dire à la personne qu'elle a gagné le gros lot au loto. C'est-à-dire que, voilà, tu viens pour lui faire gagner quelque chose, tu viens pas pour la déranger. Et si tu devais annoncer à quelqu'un qu'il a gagné au loto, tu n'aurais pas de mal à prendre le téléphone, l'appeler et puis essayer de l'avoir. Donc voilà, il faut être vraiment dans cet état d'esprit-là. Tu utilises quelque chose pour les aider à peut-être déstresser ou tu vois ne pas se laisser emporter par la pression? Non, alors, si tu parles peut-être d'éléments de relaxation ou d'être focus sur soi, etc. Non, moi, c'est pas mon truc et en tous les cas, j'ai pas d'éléments là-dessus. Donc, non, pour moi, le fait de passer du temps à se préparer, hein, c'était Arthur Ashe, un vieux joueur de tennis des années 70, qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et voilà, c'est comme quand tu vas à un examen, si tu as tout appris par cœur, tu vas pas stresser, tu vas plutôt dans le bon mindset. Si tu as appris un truc sur deux, tu vas dire, oh là, pourvu que je tombe pas sur ce que j'ai pas appris, et c'est là où ça risque de blesser. Et c'est souvent sur cette préparation où les commerciaux sont pas suffisamment bons, et notamment ceux qui sont là depuis longtemps, ils te disent ouais, je connais mon métier, j'ai besoin de préparer, et on s'est tous fait avoir par un manque de préparation. Et justement, une bonne préparation, ça ressemble à quoi? Alors là aussi, hein, moi j'ai encore un acronyme, hein, moi mon acronyme c'est SOS, c'est situation, objectif, support. Donc c'est quoi la situation de mon interlocuteur? Je vais aller googliser son nom, le nom de son entreprise, aller voir son site internet, aller voir son profil LinkedIn, essayer d'en avoir un maximum. Après, en fonction de ça, bah, c'est quoi l'objectif de mon rendez-vous? J'y vais pourquoi? Euh, C'était un peu avant les vacances, j'accompagne un commercial. Et puis je lui dis, bah tiens, là tu vas pourquoi? C'était dans la grande distribution. Il me dit, ouais, mais écoute, c'est un gars, je vais voir tous les mardis. Je dis, ok, super, mais tu vas pourquoi? Bah, il sait que je viens le mardi, donc voilà. Bah non, c'est pas un... non, mais c'est pas un objectif. Donc, j'y vais pourquoi? C'est un entretien de découverte, je veux closer, je veux passer à tel truc, je veux le convaincre lui pour après passer à un autre interlocuteur. C'est le meilleur moyen de savoir si t'es arrivé. Et puis, en fonction de la situation et de l'objectif, bah, de quel support j'ai besoin. Est-ce que bah, j'ai déjà ma préparation de visite? Est-ce que j'ai besoin de mon ordinateur? Est-ce que j'ai besoin de ma tablette? Voilà. Donc, situation, objectif, support. Une fois que j'ai checké ça,
bon, on est pas mal. Ok, super. Je rebondis sur le point que tu as mis, qu'on a abordé tout à l'heure, qui est quand on a plus de business, forcément, on est toujours plus détendu. Je vais appuyer ce point-là parce que pour moi, quand on est dans une mentalité, dans un mindset d'abondance, tout de suite, on arrive à se détendre la nouille et on est quand même libéré un peu plus de l'enjeu. Et surtout quand on est commercial et encore plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui où c'est pas possible aujourd'hui de ne pas savoir prospecter ou au moins multiplier ses opportunités. Donc moi, le petit point que je mettrais en avant pour des commerciaux qui auraient justement un peu cette pression-là du chiffre et il faut que je trouve des clients, etc. C'est juste, mettez-vous dans l'idée de je veux multiplier mes opportunités parce que je me crée un momentum et de ce momentum-là, en fait, forcément, je vais me créer des ventes derrière. C'est dans le livre GoPro. Alors, j'ai plus le nom justement du, du mec qui a écrit ce livre-là. Je vais le retrouver dans 2 secondes. C'est pas le C'est manuel Eric Ward. d'utilisation c'est pas le manuel d'utilisation de la caméra, ça, le GoPro, non? Non, 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 c'est Eric Ward qui a écrit ça et c'est un mec qui est très connu dans le, enfin qui est très successful dans le MLM et qui donne D'accord. Ok. justement des conseils et des outils sur comment développer sa clientèle entre guillemets. Et là-dedans, il met en avant la prospection de sorte à, en fait, vous ne prospectez pas, vous créez juste des contacts et des opportunités. Et pour moi, quand tu es entrepreneur même ou commercial, c'est juste de se créer un momentum et un flux de contacts et d'opportunités qui sera tellement suffisant, qui justement nous permettra de nous libérer de la pression et pas se dire ah, putain, celui-là, il faut absolument que je l'ai. D'ailleurs, c'est C'est ça. comme un célibataire qui, par exemple, n'a aucune autre opportunité, il va tomber sur une fille qui va lui donner un peu d'intérêt, il va être accro parce que il y a plus le nombre, il y a pas de nombre d'opportunités, donc vachement plus de pression et il y a encore vachement plus de chances de perdre le date. De toute façon, la loi des nombres dans le commerce, elle existe évidemment, hein. C'est-à-dire que plus tu prospectes, plus tu as de chances d'avoir de rendez-vous, plus tu passes d'appels, bah, plus tu as de rendez-vous à la fin. Enfin, voilà, il y a des lois comme ça. Donc, évidemment, plus j'augmente mes opportunités et mes possibilités de business, bah, plus moins je stresse en fait. Exactement. JP, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton compte LinkedIn aujourd'hui? Est-ce que ça donne là parce que tu es plutôt famous sur le game? Je sais que j'aime bien les anglicismes, moi, c'est bien. Mais alors, Famous, je sais pas. En tous les cas, j'essaie d'être régulier depuis un certain temps, et la régularité paie. Donc, je publie tous les jours. J'essaie de publier des choses qui sont intéressantes, qui vont apporter un peu de valeur aux gens qui me suivent, parce que bah, aujourd'hui, c'est ce qui me ramène. Allez, 80% de mes nouveaux clients, hein, le reste venant de recommandations. Mais moi, je ne prospecte pas. Jamais je prends mon téléphone en me disant, tiens, je vais faire 2 heures de phoning. Donc c'est assez confortable, mais c'est aussi un peu dangereux, hein, par rapport à ce qu'on vient de dire. En tous les cas, aujourd'hui, moi, ça me passionne. Enfin, les réseaux sociaux me passionnent. Même si j'ai 55 ans, et c'est vrai que j'ai des collègues qui disent, moi, j'y comprends rien, mais moi, j'adore ça. Et pour moi, c'est important d'y être parce que ben, je transmets aujourd'hui les méthodes commerciales, et que si j'étais pas actif sur les réseaux sociaux, j'ai même un compte TikTok, bah, je trouve que je serais moins crédible. Mais en plus, j'aime ça, donc voilà. Et c'est ce qui est génial dans la vente depuis peut-être 15 ans, bah, c'est qu'il y a eu Internet qui a été une révolution, il y a la visio qui a été une autre révolution, on a eu bah, voilà, tous ces réseaux sociaux qui sont des révolutions, on a ChatGPT qui arrive, qui est encore une fois aussi une révolution. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, je trouve que le métier de commercial n'a pas beaucoup bougé, mais là, depuis les 20 dernières années, il s'est passé plein de choses. Et c'est ça que je trouve génial dans ce métier. Maintenant, bah, faut rester bah, toujours dans le mouvement, hein, même après 35 ans, se dire, tiens, je suis pas has-been, quoi. Tu utilises ChatGPT justement aujourd'hui? Ouais, je l'utilise un petit peu. Alors déjà, je l'ai intégré dans mes formations commerciales depuis 4 mois, je pense. Parce que bah, pour plein de commerciaux, ils l'ont entendu, mais ils savent pas trop à quoi ça peut servir. Donc voilà, je leur explique des petites choses rapides. Qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi un prompt, et puis comment le concevoir. Je l'utilise de temps en temps sur LinkedIn
ou me donner des idées, ou alors tiens, j'ai une idée de poste. Je dis tiens, bah, qu'est-ce que t'en penses? Il va me sortir un texte et puis je vais le retravailler. Donc oui, je l'utilise pas voilà, tous les jours comme un fou, mais c'est un outil qui est incroyable. Ok. Et pour un commercial, en quoi ChatGPT aujourd'hui peut être utile? Bah, il peut l'aider pour plein de choses, hein. Il peut l'aider à travailler sur son argumentaire. Si tu lui dis, tiens, bah voilà, je vends ça, 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 fais-moi un petit AIDA là-dessus. Donc AIDA, c'est attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et puis faire passer à l'action. Il va te faire une structure AIDA. Si tu lui dis, tiens, crée-moi un argumentaire, voilà, caractéristique, bénéfice, preuve, bah, il va te le faire. Si tu lui dis, tiens, bah voilà, j'ai eu telle et telle objection, comment je peux faire? Tiens, je vais avoir telle négociation, voilà les données de la négo, mon client il veut ça, moi j'ai ça, voilà comment je peux lui présenter. Bah, il donne déjà pas mal de clés. Donc pour des tas de choses, il peut aider un commercial. Pour écrire un mail voilà, pour un mail de relance. Et puis tu peux lui dire tiens, écris un mail de relance à un profil qui est plutôt bleu, bah, il va te le faire, hein. Donc, le bleu du 10 par exemple. Ok, trop bien. Je reviens juste sur ton LinkedIn. T'as combien d'abonnés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un peu plus de 126 000. Ok. Là, si tu devais donner peut-être aller tes 5 meilleurs conseils pour développer son compte LinkedIn quand on est commercial, ça serait quoi? Bah, déjà être régulier. Et puis pas se dire je fais un post par-ci, un post par-là. Euh, pour un commercial, si vraiment il veut exploiter LinkedIn, pour moi, il faut qu'il fasse au moins 2 posts par semaine. Même si moi j'en fais 7, mais bon, déjà 2, voilà, se donner cet objectif-là. Faire des posts qui vont apporter de la valeur et pas faire des posts en disant tiens, voilà, notre boîte, c'est les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents. Donc plutôt, voilà, donner de la matière. Et on peut faire de la curation, hein, c'est-à-dire aller chercher des contenus ailleurs qu'on va apporter sur LinkedIn et puis qu'on va commenter un petit peu et donner de la valeur. C'est aussi aller commenter d'autres comptes, parce que c'est aussi un moyen de se donner de la visibilité, et c'est peut-être des fois plus simple que de créer du contenu. Donc ça, c'est assez facile à faire, et puis bah, on peut aller commenter chez nos confrères, hein. On a le droit, évidemment, pour se montrer. Après, bah, c'est quand même se dire, tiens, c'est quoi la bonne structure d'un poste, hein. Donc c'est avoir une phrase d'accroche qui donne envie d'aller cliquer sur voir plus, c'est aérer son contenu, c'est apporter de la valeur, une seule idée, et puis qu'il y ait toujours un call to action à la fin. Bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors un lien vers une prise de rendez-vous, ou un lien téléchargeable, ou un livre blanc, mais qu'il se passe quelque chose à la fin. C'est répondre aux commentaires aussi, parce que c'est comme ça qu'on crée des relations et qu'on fidélise les gens, hein. Si on met un post et puis qu'après, bon, on répond jamais aux commentaires. Donc moi, j'essaie de m'astreindre toujours à ça. Et puis, ben, regardez ce que font les autres, hein, ce que font les autres dans votre domaine, et puis ce que font les autres ailleurs. C'est le principe de tous les business, hein, ce qu'on appelle le benchmark, hein. Il y a plein de business qui se montent comme ça. C'est tu regardes ce qui se passe ailleurs, puis tu dis bah, comment je le mets à ma sauce, sans copier, mais se dire tiens, bah, ok, ça c'est intéressant, je prends ça là, je prends ça là, je prends ça là. Et voilà. Et en fait, se rendre compte que plus tu le fais, plus tu as d'idées. Et ça, c'est le dernier conseil, c'est que des idées, on en a 500, 1000 par jour. Ce que je conseille, c'est de les noter au fur et à mesure, parce que sinon, après, ça part et tu l'as plus. Mais des idées de contenu, on en a tous. Un vécu de commercial qui peut raconter un rendez-vous, un échec, un succès, un échange avec son manager, un client qui lui a dit tel truc. Il y a des tas de situations qu'on peut raconter. Et c'est ce qui intéresse l'audience sur LinkedIn. Trop bien. Merci beaucoup Jean-Pascal. Il y a peut-être une question que je te pose. On verra Vas-y. si on la garde ou pas, mais euh, je vois de plus en plus un esprit un peu fermé, surtout sur la partie marché français. Là, je vais parler entrepreneurs qui ont énormément peur de la concurrence et qui vont se fermer et qui vont vraiment se mettre dans un mood euh, marché euh, marché court en fait et donc du coup il faut que je craigne la concurrence et alors que à l'inverse tu vois sur des marchés comme les marchés aux US on a quand même cette notion de coopération qui est quand même plus large. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là vis-à-vis de la concurrence? Moi, déjà, vis-à-vis des gens qui font mon métier, je dis toujours, c'est pas des concurrents, c'est des confrères, on fait la même chose. Et après, chacun avec sa personnalité. Toi, tu formes des commerciaux, tu as une team de commerciaux, voilà, indépendants. Moi, je forme des commerciaux. On pourrait dire, tiens, on est concurrents. Bah, non, on n'est pas concurrents. Moi, si tu as besoin, je suis là. Et puis, je pense que si je t'appelle, tu me diras, bah, tiens, ouais, je peux t'aider là-dessus et là-dessus. Donc, je crois qu'il faut avoir cette vision-là. On est toujours plus fort ensemble.
La concurrence, alors, on est tous concurrents, hein, mais tu vois, même moi, au bout de 3 ans, souvent, à mes clients, je dis, voilà, changer d'organisme, changer de prestataire, parce que on va vous dire les choses différemment avec une autre personne, même si, voilà, vous appréciez les relations. Mais c'est bien de changer. Donc, moi, je crois qu'il faut avoir effectivement cette vision de, on est confrères. Et moi, plus on parle de vente, plus on parle de méthode de vente, plus on parle de formation commerciale, plus on parle de coaching sur LinkedIn, bah, plus c'est bon pour tout le monde. Donc, voilà, il faut qu'on en parle. Au départ, LinkedIn était quand même très centré sur le recrutement. Il y a quand même beaucoup de contenu sur le recrutement, sur les ressources humaines. Quand on voit qu'en France, il n'y a pas de top voice sales, alors qu'il y en a aux États-Unis, ben, moi, ça me désole, hein, parce que je pense que c'est la première communauté sur LinkedIn, c'est les commerciaux, quoi. Donc, Ouais. voilà. Donc, parlons de vente et soyons des passionnés et partageons sur le sujet. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de top voice sales justement en France? Alors ça, faudrait réussir à contacter LinkedIn, hein. J'ai déjà fait des posts où je les ai tagués, où j'ai tagué certaines personnes. Bon, j'ai jamais eu de retour, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que ça rejoint un peu le fait que le coaching commercial ait du mal, ouais, encore du mal à se développer. Moi, je dis souvent, j'ai l'impression que la priorité, surtout pour certains dirigeants, notamment peut-être dans la startup, où la priorité, ça va être plus le marketing, et encore où cette partie coaching commercial est soit trop négligée, soit trop bâclée. Est-ce que toi, tu le vois encore, est-ce que tu vois ce pan-là aussi de l'activité? Ah oui. Bah, en fait, on fait souvent évoluer des gens au poste de manager coach, parce qu'ils étaient bons dans leur métier. Et on les forme pas pour être manager, alors que c'est un nouveau métier, c'est carrément autre chose. J'étais vendeur, maintenant il faut que j'accompagne des gens. Bah, moi, j'ai fait une formation de coach. Bon, alors qu'avant, j'ai été commercial. Donc, le problème d'ailleurs vient souvent de là. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, on va faire une formation, mais on me dit, bah non, c'est les commerciaux, c'est pas le manager. On dit, non, le manager, il est là, et puis après, je l'accompagne pour l'aider, parce que c'est lui, après, qui est le coach au quotidien. Tu fais une formation, c'est bien, c'est un point de départ, mais ce n'est qu'un point de départ. Donc, il y a un gros, gros, gros job sur l'accompagnement commercial. Parce que souvent, comme il était bon, le manager, bah, il va faire à la place d'eux, il va pas être en position d'observation, il sait pas débriefer, il sait pas faire un feedback, il va faire un feedback qui va détruire, et puis il va faire pire que mieux, quoi. D'où ça vient cette idée de j'ai pas besoin de coacher ou de faire appel à un coach pour mes commerciaux? Ah, parce que c'est la culture française, hein. On m'a mis manager, c'est que j'étais bon dans mon métier, donc je connais bien mon métier, j'ai besoin de personne, hein. Ouais, ça me parle. Je vais terminer sur la deuxième partie de ton pseudo, ou en tout cas de ce qui te qualifie, c'est je fais disparaître les objections. Si là, peut-être aller en 3-5 minutes, tu pouvais nous expliquer comment faire disparaître les objections tel un Houdini, ça donnerait quoi? Alors là aussi, hein, c'est une question de méthode et d'entraînement. Le réflexe face à une objection, c'est tu m'attaques moi, ma solution ou ma boîte. Donc le réflexe face à ça, c'est on a notre cerveau reptilien qui a envie de contre-attaquer et de se justifier. Ça, c'est ce qui est naturel et ce qui est naturel chez tout le monde. On te dit, t'es trop cher, bah non, je suis pas trop cher, regardez, monsieur, c'est de la qualité. Bon. Donc c'est le naturel et c'est normal. Euh, une des méthodes, parce que je ne vais pas dire il n'y en a qu'une seule, mais que je préconise, c'est l'acronyme, c'est prendre l'air, hein, donc être capable de prendre du recul avec accueillir, interroger, répondre. Donc, et le moment le plus important, c'est pas l'interrogation en fait, c'est l'accueil. C'est l'accueil qui doit vraiment montrer. Là, il faut que je sois en mode vert, hein, pour ceux qui connaissent le disque, 100% vert. C'est j'essaie de comprendre pour quelle raison la personne elle me dit ça. Et c'est pas juste avec des je comprends ou j'entends bien, parce que ça je l'entends souvent et ça devient mécanique. Non, c'est quelqu'un va me dire c'est trop cher. Ah bah c'est vrai que aujourd'hui voilà, je me mets à votre place. C'est vrai qu'aujourd'hui tous mes clients bah, ils se préoccupent de l'intérêt économique et de l'investissement qu'ils vont faire. Donc voilà, votre réaction est totalement logique. Maintenant, quand vous me dites trop cher, voilà, quel point de comparaison vous avez Et tu vois, en fait, tout est dans l'attitude, au-delà de la méthode. Mais si je le fais en mode rouge, le gars me dit trop cher. Ah ouais, je comprends, mais alors par rapport à quoi? Bah, ça marche pas. Voilà, mais tu vois, alors j'ai appliqué la même méthode. Donc c'est pour ça qu'encore une fois que la communication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le disque, elle est presque plus importante que ce que je vais dire. Même si, voilà, il y a des étapes, c'est l'accueil et pas l'acceptation. C'est j'accueille, je me mets à la place d'eux. En fait, je passe de ça à ça.
pour ceux qui nous écoutent, c'est je passe de l'un en face de l'autre à l'un à côté de l'autre. Il faut que je sois dans cette posture-là. Et on est déjà pas mal quand on maîtrise ça. Super, merci beaucoup Jean-Pascal. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est cette capacité, à être agile et à pouvoir continuer à avancer, la qualité de ce que tu fais, et puis ta bienveillance. Toi, je reviens sur la notion de concurrence, mais pour moi, il y en a pas été quelqu'un qui apporte énormément de valeur. Alors, je me rappelle le premier message que tu m'as et qu'on s'est envoyé sur LinkedIn, c'était un coup de pression parce que j'avais mis Voilà. coach de vente sur le truc là pour le titre, et je me suis sentais un petit coup de pression, donc je suis très content maintenant de t'avoir dans le podcast et pas sur un tribunal. Non. Oui, alors c'est vrai que j'ai déposé le nom coach de vente. En fait, il est déposé. Donc, et en plus, c'est le nom de ma boîte, c'est coach de vente conseil. Donc voilà, je me souviens pas de cette histoire, mais ça fait déjà plusieurs années alors, hein, je pense. Ça fait, je crois que c'est quand je me suis, en fait, c'est quand je me suis lancé, tout simplement, je me suis Ok, lancé, et poum. C'était il y a 3 ans, je crois, quand je me suis mis à mon compte, ouais, 3, ah bah, 4 j'ai ans, des ouais. alertes, hein, j'ai des avocats à travers le monde, moi, monsieur. Donc juste, voilà, en tout cas, à parté, j'aime beaucoup ce que tu fais et bravo pour cette vision de la vente que tu partages, et je pense que là-dessus on se rejoint aussi, où c'est un beau métier qui apporte énormément tant sur le plan pro mais que sur le plan perso, et je suis très content d'avoir des personnes comme toi aussi qui portent ça, donc merci. Merci pour Moment l'invitation. Bon, c'était top. avec plaisir. Moment promo, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Alors, moment promo, bah, je suis sur tous les réseaux sociaux, hein, mais bon, là où je suis le plus actif, c'est LinkedIn. Mais je suis sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur Threads qui a disparu et qui, on ne sait pas s'ils reviendront. Voilà. Donc c'est entre guillemets le Twitter d'Instagram pour ceux qui n'auraient pas vu passer ça. Et puis bah, après voilà, pour ceux qui s'intéressent vraiment et à la vente et à LinkedIn, j'ai écrit 2 bouquins. Le premier s'appelle Achetez-moi. Donc Achetez-moi, c'est des fiches mémo, c'est des choses très pratiques, pragmatiques, où je reviens sur le disque, sur la vente et sur la négociation, disponible sur Amazon. Et puis le deuxième, c'est Influencer LinkedIn, où j'ai interviewé 30 influenceurs LinkedIn, donc des gens qui ont développé une communauté sur c'est quoi leur stratégie, c'est quoi les 5 conseils qu'ils peuvent donner, le screenshot de leur meilleur post, d'après eux, pourquoi c'était leur meilleur post, et avec des gens comme Michael Aguilar, Amélie Favidité, Christelle Defoucault, enfin voilà, des gens qui ont bien explosé sur les réseaux. Donc voilà, donc sur Amazon également. Et puis bah, si vous avez besoin de former vos commerciaux, www.coachdeventeconseil.com, ou alors m'envoyer un message sur LinkedIn, je suis assez facile à trouver. Et plutôt réactif en plus. C'est ça, je sais. Bon, merci beaucoup Jean-Pascal, et merci pour la valeur apportée sur ce podcast. Je te souhaite une bonne continuation et à très vite. Bah, merci Julien, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.